Alors bonjour à tous, bienvenue et merci d'être là. Donc merci encore à David de m'accompagner durant cette conférence. Alors, très bien, donc les liens qui unissent Ferdinand Hodler à Carl Schwitteler se sont tissés sur un fond de polémique alors que les enjeux de la Première Guerre mondiale divisent l'opinion en Suisse. Et en marge des célébrations du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler en 2018 et en marge des célébrations du centenaire du prix Nobel cette année de Carl Schwitteler, je me suis donc intéressée à l'histoire de leur rencontre, avec comme point de départ, comme l'a dit Niklaus, le portrait que Ferdinand Hodler réalise de Carl Schwitteler en 1915. Il est encore un peu difficile aujourd'hui de définir clairement la relation entre le peintre et le poète, car aucune correspondance n'existe entre eux, si ce n'est, comme vous voyez ici à l'écran, une copie manuscrite d'une lettre que Carl Schwitteler avait destinée à Ferdinand Hodler, qui a été écrite d'une tierce main. Mais il semble évident, au vu des événements dont je vais vous parler tout à l'heure, qu'ils aient été liés par un profond respect mutuel. Donc, dans le cadre de cette conférence, je reviendrai très brièvement sur la carrière de Hodler avant de m'intéresser aux événements de la Première Guerre mondiale, à son contexte en Suisse, et dont certains événements clés seront à l'origine en fait de leur rencontre. Et dans un second temps, je m'intéresserai à Carl Schwitteler en soi et à son impact durant la Première Guerre mondiale. Puis je reviendrai sur les diverses rencontres qui ont eu lieu entre les deux, qu'elles étaient à caractère professionnel ou à caractère privé, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de leurs relations. Donc j'aimerais d'abord très rapidement revenir sur quelques moments clés de la carrière de Hodler qui ont permis d'asseoir sa renommée au fil des années, de sorte à pouvoir placer l'artiste dans le contexte du début de la Première Guerre mondiale. Donc Hodler était d'ambition sans borne. Il recherche le succès et la reconnaissance par diverses provocations, par ses relations personnelles, par un travail acharné. Il participe à de nombreux concours, desquels il ressort souvent lauréat, et il expose sans relâche. Son tableau La Nuit illustre bien comment Ferdinand Hodler a réussi à tourner un scandale en sa faveur. En 1891, bien que unanimement sélectionné par le jury pour intégrer l'exposition municipale de Genève, La Nuit fut retirée pour cause d'immoralité publique. Mais il en faudra plus à Hodler pour abandonner, et de son plein gré, il va aller exposer La Nuit au bâtiment électoral. Il en fixera l'entrée à 1 franc symbolique, et ce sera un grand succès puisque plus de 1300 personnes se presseront pour aller voir la toile. Et avec cet argent récolté, Hodler emmènera La Nuit au Salon du Champ de Mars à Paris, où elle sera encensée par la critique et par le public, mais aussi notamment par Puvis de Chavannes ou encore par Rodin. Hodler obtient l'un de ses premiers grands triomphes en 1897, lorsqu'il ressort vainqueur du concours pour la décoration de la salle d'armes du Musée national de Zurich, qui avait pour thème la bataille de Marignan de 1515. Donc sa retraite de Marignan, que vous voyez à l'écran, provoqua une querelle artistique qui sera la plus violente, la plus longue, mais également la plus médiatisée en Suisse. Le directeur du musée national, qui était Heinrich Angst, était totalement contre l'aspect sanguinolent des figures de Hodler dans son projet, et il s'était fait un devoir sacré de s'opposer à la réalisation des fresques de Hodler. Et suite à cette querelle qui l'opposera quand même pendant 3 ans au directeur et où il devra sans cesse rectifier son projet, Ferdinand Hodler réalisera un autoportrait que vous voyez également à l'écran, plutôt remarquable et qui sera le premier de sa carrière avec une telle frontalité, avec une telle symétrie et dont les traits traduisent le triomphe et l'assurance nouvelle résultant de sa victoire. Mais c'est véritablement en 1904, soit 4 ans après Marignan, que Hodler rencontre le plus grand succès de sa carrière. Cette année-là, il est l'invité d'honneur de la 19e exposition de la Sécession de Vienne, dont il conçoit l'affiche, que vous voyez ici à droite, et d'ailleurs elle est également exposée dans l'exposition, vous pourrez la voir. Et
Donc à cette session de Vienne, il expose pas moins de 31 toiles et il y sera vivement acclamé. Et dès lors, son succès international va croît considérablement et de nombreux honneurs lui seront réservés en Allemagne, en Autriche, en Suisse ou encore en France. Il devient par exemple tour à tour membre de prestigieuses académies artistiques comme les sécessions de Berlin, de Vienne ou encore de Munich, ou encore membre du comité de la Ligue des artistes allemands de Berlin qui était destiné à promouvoir les jeunes artistes. En 1908, il est élu président central de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses. En 1910, 2 ans plus tard, on lui décerne le titre de docteur honoris causa, décerné par l'université de Bâle. Et en 1913, en France, on le nomme officier de la Légion d'honneur, sans même passer par le grade de chevalier. Quant aux commandes, elles affluent également de toutes parts. En 1907, la Société des Amis des Beaux-Arts de Iéna et de Weimar lui commande une peinture murale de grand format pour orner l'aula de l'université de Iéna. En 1910, le Musée national suisse de Zurich lui passe commande d'une nouvelle fresque qui était destinée à faire face à celle de la retraite de Marignan qu'il venait de réaliser et qui avait pour thème la bataille de Morin. Mais ce projet ne va jamais être achevé au final. Ce sera un élève, sauf erreur, qui achèvera le projet à sa place. 2 ans plus tard, la ville de Hanovre lui demande de réaliser une peinture murale pour l'hôtel de ville qui s'intitule L'Unanimité et que vous pouvez voir à l'écran ici. Donc c'est une photo récente de 2014 avec l'Unanimité qui trône fièrement au sein de la salle de l'hôtel de ville. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, Hodler est au sommet de sa carrière. Lorsque la guerre éclate, la Suisse prend des mesures exceptionnelles pour défendre sa souveraineté, pour défendre sa neutralité. Dès le 1er août 1914, le Conseil fédéral déclare la mobilisation générale de l'armée, appelée à défendre les frontières du pays contre toute intrusion étrangère. Tandis que le 3 août, le général Ulrich Willet est nommé général de l'armée. L'année suivante, Willy Rousse, qui était alors héritier de l'entreprise Suchard et grand collectionneur de Hodler, demanda au peintre de réaliser le portrait du général. Il espérait alors, je cite, « une œuvre digne des temps héroïques que nous traversons ». Fin de citation. Et il pensait que seule la plus grande personnalité artistique du pays serait capable de saisir les traits du visage du général. Mais même si la Suisse est restée neutre pendant la Première Guerre mondiale, la guerre a eu une grande influence sur la vie politique, sociale et économique du pays, et qui a été dès le début fortement influencée par les événements qui se déroulaient à ses frontières. Si la volonté de défendre la Confédération contre toute agression extérieure n'est jamais remise en cause, certains incidents ont tout de même accru le malaise entre Suisse alémanique et Suisse romande. Donc, dès le début du XXe siècle, dans l'opinion publique, un fossé se creuse entre la Suisse alémanique et la Suisse romande selon les affinités culturelles et linguistiques. Dans les cantons frontaliers, notamment, la présence allemande est beaucoup plus importante que celle des Français et de ce fait, les francophones craignent une sorte de germanisation de la Suisse. Ici, vous pouvez voir donc une caricature qui illustre combien, en fait, à l'époque, chaque camp se bat pour gagner l'opinion publique et il se bat grâce à la propagande. Les médias comme les journaux, les revues, les affiches ou encore les cartes postales, tous ces médias ont connu un fort développement, donc à l'image de ce que vous voyez là à l'écran, qui est tiré d'un journal satirique qui est le plus ancien au monde à être toujours publié. En août 1914, le déclenchement de la guerre pousse ces tensions à leur paroxysme et provoque une profonde crise nationale. Et ce sentiment de fossé est également renforcé suite à une affaire d'espionnage militaire suisse, dite l'affaire des colonels, qui a éclaté dès le début de la Première Guerre mondiale.
Donc, pour la petite histoire, deux colonels suisses avaient transmis en fait un bulletin journalier de l'état-major général aux Allemands et aux autres Hongrois, et qui contenait des informations sur les intentions militaires des Alliés. Le général Villet espérait pouvoir liquider l'affaire rapidement, et bien qu'il admette leur culpabilité, il refusa de les condamner, de peur de nuire à l'image de l'armée suisse. La clémence du jugement et des sanctions suscite une grande déception en Suisse romande, puisqu'ils seront finalement condamnés à 20 jours d'arrêt de rigueur, tandis que le Conseil fédéral les suspend de leurs fonctions. Mais cette affaire suscita surtout une polémique quant au penchant germanophile de l'état-major, creusant donc davantage le fossé entre Suisse romand et Suisse allemand. Un clivage profond ainsi divisait l'opinion du pays. Les Suisses alémaniques se déclarant ouvertement germanophiles, les romans francophiles. Et dans un tel contexte, Ferdinand Hodler, aussi bien que Karl Spitteler, allaient tour à tour être impliqués dans cet antagonisme. En Suisse, l'invasion de la Belgique par les Allemands provoqua une grande colère, bien entendu contre le caractère de la guerre, évidemment, mais surtout contre les autorités fédérales, puisqu'elles sont restées étonnamment silencieuses face aux sévices qui avaient été causés par l'Allemagne. Et dès lors, les Romans vont s'unir solidairement face à l'impérialisme allemand. Le saccage des villes de Louvain et de Malines a conduit Ferdinand Hodler, ainsi que les écrivains Romain Rolland et René Morax, à adresser un appel aux principaux représentants de l'art et de la pensée. Et Karl Spitteler fera partie de ceux qui recevront cette lettre. Voici la dite lettre. Monsieur, l'émotion provoquée dans le monde entier par la dévastation de Louvain et de Malines nous détermine à adresser un appel aux principaux représentants de l'art et de la pensée. Nous souhaiterions les grouper dans une protestation commune contre le caractère barbare que prend la guerre actuelle et contre la destruction des monuments et des œuvres qui sont le patrimoine de l'humanité civilisée. Nous voudrions connaître votre opinion sur ce sujet et, si vous êtes d'accord avec nous, nous vous prions de nous envoyer votre adhésion. Agréé, monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. Romain Rolland, Ferdinand Hodler, René Morax. Pour l'anecdote, Spitteler refusa de la signer. Et pour une raison que l'on ignore, cette pétition ne sera malheureusement pas menée à terme. Mais un autre événement suscitera encore plus d'indignation et de réaction en Europe et en Suisse, et ce sont les attentats contre la cathédrale de Reims. En France, le bombardement de la cathédrale de Reims fut l'un des événements les plus médiatiques de la Première Guerre mondiale. Les nombreuses photographies de la cathédrale en flammes firent le tour de l'Europe. Écrivains, poètes, musiciens ou encore hommes de lettres, nombreuses furent les personnalités qui ont exprimé leur colère dans la presse, emboîtant ainsi le pas aux journalistes. Mais personne ne mettait en doute clairement la cruauté de la guerre. En fait, ce qui fit réagir la population, c'est que le bombardement d'une cathédrale, donc d'un édifice religieux, était un crime intolérable et qui témoignait d'une absence d'humanité et qui n'avait plus rien à voir avec le monde civilisé. Rarement donc une attaque militaire contre un monument architectural n'aura provoqué une telle tempête de protestation et d'indignation. Aux yeux du monde, ce bombardement parut un acte de vandalisme inouï qui fait considérer les Allemands comme des barbares. Mais même si ce bombardement n'a pas en soi eu d'importance décisive sur le plan militaire, la presse et la propagande l'ont présenté comme un crime culturel inconcevable. Et en Suisse romande, le bombardement fait naturellement réagir. Cet événement fut l'occasion pour René Morax de rédiger une nouvelle protestation, le 23 septembre 1914, soit 4 jours après le bombardement de la cathédrale de Reims. Il fut cette fois-ci accompagné de Daniel Bobovi, alors directeur de l'école des Beaux-Arts de Genève, et du poète Marcel Rouff. Donc, tous ensemble, ils rédigent donc une seconde protestation dans la tribune de Genève, qui dit, donc, le texte tout en haut, là, vous le voyez, « Les sous-signés citoyens suisses, violemment émus par l'attentat injustifié contre la cathédrale de Reims, survenant après l'incendie volontaire des richesses historiques et scientifiques de Louvain, réprouvent de toute leur force un acte de barbarie qui atteint l'humanité entière dans un des plus nobles témoins de sa grandeur morale et artistique. »
Dans son journal, Daniel Bobovi rapporte que Maurax, Rouff et lui-même se sont rendus personnellement chez Ferdinand Hodler pour la lui faire signer. Donc rappelez-vous, Hodler était lui-même à l'origine de la première protestation qui avait eu lieu. Hodler va s'exécuter, mais il estime, je cite, que ce sera un coup d'épée dans l'eau. Il fait là sans doute référence au cas de figure qui s'est produit pour la première protestation, à savoir qu'elle n'a pas abouti. Et là encore, avocats, professeurs, peintres, artistes, libraires ou encore architectes, plus de 120 personnalités genevoises signeront cette protestation, comme par exemple Émile Jacques Dalcroze, Fred Boissonnat, Adrien Bovy, Paul Seipel, James Weber et bien sûr, vous le voyez entouré en rouge, Ferdinand Hodler. Sa signature fit énormément réagir. Ferdinand Hodler sera fortement acclamé par les romans et les Français, dont il recevra de nombreux éloges. Mais s'il est applaudi du côté francophone, il deviendra à contrario persona non grata en Allemagne et en Suisse allemande. Dès qu'elle fut connue en Allemagne, la protestation de Genève souleva un tollé de critiques, car le nom de Ferdinand Hodler allait à coup sûr blesser les Allemands. Rappelons-le, il jouit d'une très grande notoriété outre-Rhin. Tout le monde germanique avait adopté Hodler. Il était comparé à Cézanne, à Rodin. Il était considéré alors comme l'un des plus grands représentants de l'art moderne. Mais l'Allemagne ne lui pardonnera pas sa signature. Traité comme un traître, il fera face à de lourdes conséquences. Entre autres, du jour au lendemain, il sera exclu de toutes les associations artistiques dont il avait été nommé membre, et souvent membre d'honneur d'ailleurs, comme par exemple les sécessions de Berlin, de Munich ou encore l'Académie des Beaux-Arts de Dresde. Il recevra également plus de 200 lettres, dont la majorité ont été envoyées par des personnes anonymes en vue de l'insulter, qui résidaient en Allemagne, en Suisse allemande majoritairement. Et les missives signées, quant à elles, étaient majoritairement des lettres d'approbation, mais elles provenaient également de ses amis, qui l'invitaient systématiquement à retirer sa signature de la protestation. Parmi elles, nous avons celle de Kuno Hamlet. Donc je laisse la parole maintenant à David qui va vous lire une petite sélection de ces lettres. Lettre de Claire Arnaud à Hodler, Genève, le 10 novembre 1914. Madame Arnaud offre au grand maître Hodler ses félicitations les plus chaleureuses pour avoir eu la force de son opinion. Vous, les braves gens et les gens de cœur, l'estimeront et l'aimeront encore davantage. Mon mari, depuis 2 jours, se trouve à Zurich. Il n'a pu vous écrire, comme c'était son intention. Je le fais donc à sa place et avec beaucoup de plaisir. Compliment affectueux à votre gracieuse femme, et pour vous, cher maître, veuillez agréer de la part de mon mari et de ma part nos sentiments les plus respectueux, avec notre profonde admiration. Claire Arnaud. Lettre de Paul Desfeuilles à Hodler, 26 octobre 1914. Maître, non content d'applaudir les héros qui ont bombardé l'université de Louvain, Notre-Dame de Reims et le beffroi d'Arras, les intellectuels d'outre-Rhin, sous prétexte que vous osez ne les point approuver, ont à présent le front d'outrager vos œuvres. Nous tous, étudiants de la faculté des lettres encore à Paris, nous tenons à protester hautement contre cet acte inqualifiable. Veuillez agréer, maître, les assurances de notre profond respect. Paul Desfeuilles. Lettre d'André Évard à Hodler, La Chaux-de-Fonds, 13 octobre 1914. Maître, l'orgueil allemand est sans limite. Il n'a de rival que l'infatuité allemande et la vulgarité allemande contemporaine. Je vous suis reconnaissant d'avoir joint votre nom à celui des protestataires contre le vandalisme allemand. Votre dévoué André Évard. Carte postale de Madame Schistel à Ferdinand Hodler, le 10 octobre 1914. Monsieur Hodler, 6 juin, je vous envoie un Frankfurter Zeitung et un Saarbrücker Beilage. Il y a dedans quelque chose qui vous concerne. J'étais très étonné d'apprendre que vous vous êtes mêlé de cette bête de Liszt ainsi que monsieur Dalcroze. 2 hommes comme vous ne se mêlent pas de ce qu'ils ne savent pas, au juste. Se détruire son nom pour des choses pareilles. Comme je vous connais, vous qui avez pourtant du sang allemand dans les veines et qui en disiez toujours du bien, il faut dire la vérité. J'en suis tombé des nues. Tout le monde parle de vous. Tâchez de réparer la faute. Un peu plus loin, faut pas croire tous ces mensonges que les journaux de Genève écrivent, car ici, tout est très bien organisé.
Et je ne croyais pas que Genève était tout contre l'Allemagne. Une fois tout en ordre, je vous raconterai comment j'ai appris à aimer les Allemands, car, comme je vous le dis, c'est admirable, tout est soigné. Amicalement, Frau Schister. Carte postale d'un expéditeur inconnu à Ferdinand Hodler. Zurich, le 22 octobre 1914. Monsieur, en signant une protestation inique, sotte et drôle, vous avez perdu l'estime de plus d'un de vos concitoyens. Je suis du nombre et je tiens à vous le dire. Je vous écris en français car je ne vous reconnais plus comme un Suisse allemand. La langue de Luther et de Schiller n'est pas faite pour vous. Lettre de Kuno Amiet à Ferdinand Hodler, le 28 octobre 1914. Cher Hodler, j'ai lu la protestation que tu as signée, et les articles des journaux et des lettres qui t'ont été adressés, ainsi que tes propres déclarations. Ne m'en veux pas si je me prononce devant toi à cet égard. Je le fais parce que je suis porté par le vœu que tu puisses sortir libre et pur de cette affaire. Si tu penses que je peux y contribuer, je me tiens à ta disposition. Je ne puis en rien m'expliquer que tu aies pu souscrire à une aussi stupide et honteuse protestation. Le discernement sain et limpide qui est le tien devait pourtant te dire que l'Allemagne est en guerre avec le même droit et la même légitimité que la France, et qu'un pays qui a exposé encore récemment tant de tableaux étrangers, surtout français dans ses musées, qui détient 2 magnifiques créations de ta main et qui est imbibé d'art de toutes parts, ne saurait mériter le reproche de détruire des œuvres d'art par pur plaisir et intentionnellement. Que le diable emporte ceux qui t'ont influencé. Les autres protestataires recherchaient évidemment ta signature, eux qui savaient qu'elle allait uniquement frapper durement l'Allemagne. La fin était voulue, le coup apporté. La réponse pourtant ne s'est pas fait attendre, parfois malheureusement avec peu de dignité. Et il me semble maintenant que tu ne saurais laisser aller tranquillement cette affaire. Les déclarations de sympathie ne suffisent point. Il faut encore trouver l'acte qui réaffirme face à tout le monde que tu es le genre d'homme clairvoyant, autonome et indépendant qui n'a rien de commun avec de stupides fanatiques. À ce que je sache, tu iras probablement à Soleure. Si tu veux me parler, je m'y rendrai moi-même. Dis-moi un mot, ton Amiette. Merci Nabil. Hodler, lui, ignora tout bonnement et simplement les injures qui lui étaient adressées. Néanmoins, quand il le jugea nécessaire, Hodler répondit à certaines des sollicitations de ses amis et de ses collègues, ou de ses collectionneurs, à l'instar de Karl Ernst Osthaus, qui était l'un des plus grands collectionneurs et mécènes d'Allemagne au début du XXe siècle, et qui était donc un grand collectionneur de Hodler, ou encore à Rudolf Eucken, qui était philosophe allemand, lauréat du prix Nobel de littérature, et dont il fit le portrait. Dans un télégramme adressé à ce dernier, il se défend ainsi, je cite, « Si j'ai signé la protestation genevoise, mon intention était de protester non contre l'Allemagne, mais uniquement contre la destruction d'une œuvre d'art. Je ferais de même si une autre puissance devait détruire une œuvre en Allemagne. Prière de ne pas interpréter autrement ma signature. Vous connaissez ma vive sympathie pour l'Allemagne, Hodler. » Donc, dans l'ordre de ses priorités, Hodler place l'art au-dessus de la guerre, mais malgré tout cela, il refuse quand même de retirer sa signature. Le 17 octobre 1914, la presse s'en met. Le Lutzener Tagblatt publie 2 lettres ouvertes à l'encontre du peintre, en l'accusant d'avoir délibérément pris parti contre les Allemands par pur intérêt pécuniaire. Je cite en particulier le dernier paragraphe. « Pourquoi Hodler a-t-il signé cette protestation? C'est très simple, car ayant achevé ses affaires en Allemagne, son génie commercial lui souffla que sa signature lui permettrait peut-être de trouver en France et en Angleterre, qu'il avait jusqu'alors ignoré, de la clientèle pour sa marchandise. » C'est à ce moment-là que Karl Spitteler entre en lice. Dès le lendemain, le 18 octobre donc, Karl Spitteler prend publiquement la défense de Ferdinand Hodler en adressant personnellement une note au même journal. Je cite. « Je n'ai pas l'honneur de connaître Hodler, ne comprends rien à ses œuvres ni à la peinture en général. Mais en tant qu'écrivain, je m'insurge catégoriquement contre le fait que l'on prête à un artiste suisse de si basse motivation. Le moment me paraît d'ailleurs
me paraît d'ailleurs mal choisi de soupçonner Hitler alors qu'il est l'objet de violentes attaques à l'étranger. En étant aussi difficile, il faudrait se serrer les coudes et savoir oublier ses rancunes partisanes. Donc, à travers ces lignes, Karl Spitteler manifeste non seulement son appui de manière officielle à Hitler, mais il arrête également son choix sur un principe qu'il développera tout au long du conflit mondial, qui est l'invocation sur fond de neutralité de l'Union des Confédérés. Le parcours académique de Karl Spitteler n'a pas été un long fleuve tranquille. Enfant, il rêve de devenir peintre et poète. Mais son père s'oppose fermement à ses envies d'études artistiques et littéraires. Par dépit, et pour satisfaire les exigences de son père, il part étudier le droit à l'université de Bâle, mais très vite, il se rend compte que ce n'est pas pour lui. Et de plus, il ne supportait plus le climat à la maison, donc il s'enfuit à 19 ans, en 1864. Après avoir erré à pied à travers la Suisse centrale et occidentale l'année suivante, il reprend quelque peu les choses en main et commence à étudier la théologie aux universités de Zurich, de Bâle et de Heidelberg. Après avoir terminé ses études, il était prévu que Spitteler prenne un poste de pasteur au Grison, mais il accepta un poste de tuteur dans une famille à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et durant ses études et durant son temps libre en Russie, il se consacre énormément à l'écriture. 14 ans plus tard, donc il restera 14 ans en Russie, en 1879, il retourne en Suisse. Pour gagner sa vie, il travaille en tant que maître d'école à la Neuveville entre 1881 et 1885, ainsi qu'à Berne dans une école de jeunes filles. Il y fera d'ailleurs la connaissance de sa future femme. Sa future femme, qui était Marie Opdenhof, venait d'une famille néerlandaise très fortunée. Il l'épouse en 1883. Durant cette période, en 1881 plus précisément, il parvient à publier sa première volumineuse épopée intitulée Prométhée et Épiméthée, mais à ce moment-là, malheureusement, elle ne rencontre que très peu de succès finalement. Après avoir enseigné, il travaille en tant que rédacteur et journaliste indépendant à Bâle, et puis comme chroniqueur littéraire à la NZZ entre 1890 et 1892. Cette année-là, il déménage à Lucerne et puis, grâce à la fortune de sa femme, il peut pleinement se consacrer à l'écriture. À la veille de la Première Guerre mondiale, alors que les divergences d'opinion entre Suisse romand et Suisse alémanique menaçaient la paix intérieure du pays, une association fraternelle non partisane fut créée, la Nouvelle Société Helvétique. Au sein de cette association, des hommes de lettres, des journalistes ou encore des universitaires, principalement de Suisse romande, ainsi que des entrepreneurs et des hommes politiques de Suisse allemande, se regroupaient autour de valeurs comme le multilinguisme ou le patrimoine national. Et Karl Spitteler en faisait partie. Et en marge du conflit mondial qui venait d'éclater, la Nouvelle Société Helvétique demanda à Karl Spitteler de prononcer une conférence en vue d'apaiser les passions que la guerre avait déchaînées. À ce moment-là, en 1914, Karl Spitteler est quasi inconnu du grand public en Suisse, mais il bénéficie par contre d'une grande renommée en Allemagne. De plus, il n'est peu ou pas habitué aux prises de position politiques, mais il accepta tout de même de le faire. Et ce discours, intitulé Notre point de vue suisse, est prononcé le 14 décembre 1914 et va recevoir un écho plus que considérable aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Donc j'ai maintenant le soin à David de vous lire un extrait de cette conférence. Notre point de vue suisse. C'est à contre-cœur que je quitte ma solitude pour parler en public d'un sujet qui, en apparence, ne me regarde pas. Il ne me regarderait pas, en effet, si les choses allaient comme elles doivent aller. Mais tel n'étant pas le cas, je crois remplir mon devoir de citoyen en voyant si la parole d'un modeste particulier peut remédier en quelque mesure à une situation peu réjouissante et peu rassurante. Il se trouve que, par notre faute, à l'occasion de la guerre, une opposition de sentiments s'est formée entre la partie de notre pays qui parle le français et celle qui parle l'allemand. Je ne réussis pas pour ma part à prendre à la légère cette opposition.
C'est pour moi une maigre consolation d'entendre dire « Malgré tout, en cas de guerre, nous marcherions comme un seul homme ». Ce « malgré tout » est une mauvaise conjonction. Devons-nous donc souhaiter d'être impliqués dans une guerre pour arriver à la claire conscience que nous ne formons qu'un seul corps? Ce serait payer ce résultat un peu cher. Nous pourrions l'obtenir à moindre frais, et d'une manière plus belle et moins douloureuse. Je ne parviens pas, en tout cas, à voir de quel profit peut être la mise à l'écart d'une partie de notre pays. J'y vois plutôt le contraire d'un profit. À moins que l'on ne veuille tout simplement, comme font ici et là certains étrangers, ne pas tenir compte de l'expression des sentiments de nos confédérés d'une autre langue parce qu'ils sont en minorité. Abstraction faite, comme on dit, de la Suisse française qui nage en plein dans les eaux françaises. En Suisse, nous ne faisons abstraction de personne. La minorité serait-elle 10 fois plus faible qu'elle pèsera encore d'un poids considérable? On ne peut pas davantage parler en Suisse de fraction. Mais dire que la Suisse française nage en plein dans les eaux françaises est un reproche absolument immérité. La Suisse française, comme la Suisse allemande, nage dans les eaux helvétiques. Elle l'a prouvé assez souvent et avec évidence. N'emploie-t-elle pas elle-même le nom de Suisse romande, de préférence à celle de Suisse française? C'est pourquoi nous devons nous préoccuper de nos rapports avec nos confédérés parlant le français, et le manque d'accord doit nous affliger. Mais que s'est-il donc passé? Il ne s'est rien passé. On s'est simplement laissé aller. Or, quand deux personnes se laissent aller en un sens différent, elles s'écartent forcément l'une de l'autre. Il y a une excuse à cela. Cette excuse se nomme la surprise. La guerre a éclaté si soudainement que, dans nos sentiments et dans notre vie intellectuelle, elle a, comme dans les autres domaines, produit l'effet d'une bombe. La raison a lâché les guides, la sympathie et l'antipathie se sont emportés et nous ont entraînés dans leur course folle. Et l'intellect qui, tout haletant, courait par derrière, n'arrivait pas, avec sa faible voix, à arrêter l'équipage. Mais si mon observation ne me trompe pas, la raison n'a pas moins fini par atteindre le but. Nous sommes maintenant, comme je l'espère et le crois, dans la disposition de l'homme qui fait demi-tour et qui rentre en lui-même. Par là, l'essentiel est obtenu et le pire est évité. Il reste encore cependant une certaine confusion d'opinion, un peu de perplexité et d'indécision. Essayer de mettre de l'ordre là-dedans est la tâche de l'heure présente, donc aussi ma tâche à moi. Un peu plus loin, involontairement, en allant dans un sens, nous nous rapprochons du voisin, et en allant dans l'autre, nous nous en éloignons plus que notre neutralité ne le permet. Les Suisses d'Occident sont tentés de pencher trop vers la France. Chez nous, c'est l'inverse. Aussi, des deux côtés est-il nécessaire d'avertir, d'exhorter et de rectifier les jugements. Mais ces rectifications doivent émaner de chacune des parties, venir du dedans. Gardons-nous de reprocher à nos frères leurs fautes, car eux ne manqueraient pas de nous rendre la pareille avec usure. C'est pourquoi nous devons, avec confiance, nous en rapporter à nos confédérés welches, pour qu'ils fassent, dans leur propre rang, entendre les avertissements nécessaires. Nous n'avons qu'à nous occuper de ce qui nous regarde. La distance est plus difficile à observer pour le Suisse allemand qui, dans tous les domaines de la culture, est en contact plus intime avec l'Allemagne que les Suisses romands ne l'est avec la France. Prenons par exemple l'art et la littérature. Avec une générosité vraiment peu commune, l'Allemagne a accueilli nos écrivains, leur a tressé des couronnes et sans l'ombre d'envie ni de jalousie, a mis plusieurs d'entre eux au-dessus de ses nationaux. De multiples liens d'affaires, d'échanges intellectuels et d'amitié se sont noués entre les deux pays, et les bons rapports qui en sont résultés nous ont, pendant une longue période de paix, fait totalement oublier qu'entre l'Allemagne et la Suisse allemande, il y a pourtant une frontière. Me permettra-t-on d'invoquer mes expériences personnelles? Je crois que plus d'un d'entre mes lecteurs aura éprouvé les mêmes sentiments que moi. Il y a eu dans ma vie une période, la période des nobles folies de la jeunesse, où j'ai regardé avec nostalgie par-delà le Rhin, vers l'Allemagne inconnue, légendaire, qui m'apparaissait comme un pays féerique, où les rêves se réalisent, où les figures de la poésie, prenant une forme concrète, se promènent aux clairs rayons du soleil, nobles et candides jouvenceaux des romantiques, vierges rêveuses de chansons populaires, où, dans la vie ordinaire, on parle comme dans les livres, où les monts et les vallées, les bois et les sources nous saluent d'un air de vieille connaissance. C'était à vrai dire de naïves idées enfantines.
Mais aujourd'hui, que depuis fort longtemps je ne suis plus ni naïf, ni enfant, un souffle de sympathie et d'approbation me vient toujours d'Allemagne, continu, inépuisable, comme une effluve printanière. Des coins les plus reculés, les amis surgissent par centaines, par milliers. Si par hasard je me rends chez eux, je ne rencontre que des gens aimables, bons, bienveillants, prévenants. De prime abord, je comprends leur façon de sentir et de s'exprimer. Quand je les quitte, j'emporte de beaux souvenirs et j'ai le cœur plein de chaude reconnaissance. Mes amis français, par contre, je puis les compter sur les doigts. La main gauche y suffit, et même, je n'ai pas besoin du pouce et du petit doigt. Je peux même plier les 3 autres doigts. En France, je voyage solitaire, inconnu, entouré d'étrangers distants et méfiants. Mais alors? En vérité, pourquoi ce « mais alors » ? Est-il donc nécessaire que je mette sur le même rang mes idées politiques et mes rapports personnels d'amitié? Dois-je, pour des motifs d'ordre privé, courir joyeux, bras ouverts au-devant d'un drapeau étranger, symbole d'une politique étrangère? Ou quelqu'un peut-il prendre ombrage de ce qu'un Suisse allemand appelle drapeau étranger, le drapeau de l'Empire allemand? Alors dites-moi pourquoi nos troupes sont à la frontière. Pourquoi elles sont à toutes les frontières, même à la frontière allemande? Elles y sont apparemment parce qu'il ne nous est pas possible, en toutes circonstances, de nous fier à aucun de nos voisins. Pourquoi ne nous fions-nous pas à nos voisins? Pourquoi aussi nos voisins ne regardent-ils pas cette défiance comme quelque chose de blessant, mais admettent-ils qu'elle a sa raison d'être? Pour la simple raison que les organisations qu'on appelle États sont, comme du reste elles en conviennent elles-mêmes, des puissances reposant non sur le sentiment et la morale, mais sur la force. Ce n'est pas en vain que les États mettent volontiers des bêtes de proie dans leurs armoiries. On pourrait résumer toute sagesse de l'histoire universelle en cette seule maxime. Chaque État engloutit autant qu'il peut. Un point, c'est tout. Avec des intermittences de digestion difficiles et de faiblesse qu'on appelle la paix. Les chefs d'État agissent comme un tuteur qui, par excès de conscience, croirait qu'il lui est permis de faire tout ce qu'il peut être avantageux à son pupille, sans en accepter les scélératesses. Et plus un homme d'État est génial, moins il a de scrupules. Vu cet état de conscience, on serait malvenu de se formaliser d'une pareille méfiance. Encore plus loin. Et maintenant, venons-en à la chose principale, nos rapports avec la Suisse romande. Je le répète, nous espérons et nous comptons que là-bas, un confédéré se chargera d'éclairer les cerveaux, comme nous le faisons aujourd'hui pour le bien de la justice et de la neutralité. Une chose est certaine, notre union doit être plus étroite. On y arrivera en se comprenant mieux. Or, pour se mieux comprendre, il faut se mieux connaître. Que connaissons-nous de la Suisse française, de sa littérature, de sa presse? Je laisse à chacun le soin de répondre à cette question. On nous a jusqu'à présent voulu chercher le salut dans les périodiques rédigés en 3 langues, à merveille. Mais il ne s'agit pas seulement d'écrire, il faut se faire lire. Pour moi, je préconiserais un autre moyen, la publication par nos journaux de traductions d'articles de la Suisse française. La chose en vaudrait la peine. Différents de forme et de fond, ces articles contribueraient à nous compléter et à nous renouveler. Nous n'avons été que trop pusillanimes pour une de ces parties. Un article comme Le sort de la Belgique de Georges Vanière n'eût pas été déplacé chez nous non plus. Le style de main passage, je ne crains pas de l'affirmer, pourrait en être cité comme modèle. Ces dernières semaines, j'ai eu parfois sous les yeux le journal de Genève, que je ne connaissais guère que de nom. 6 numéros au plus. Or, dans ces 6 numéros, j'ai rencontré 4 fois des articles de fond de Georges Vanière, de Paul Seipel, d'Albert Bonnard, dont les qualités littéraires m'ont rempli d'admiration. Une petite goutte de bon sens belge dans notre positivisme germanique ne ferait pas de mal. Pour terminer, un conseil qui trouvera son application dans nos rapports avec les puissances étrangères. Soyons modestes. Par notre modestie, nous témoignons aux grandes puissances notre reconnaissance de ce qu'elles nous dispensent à nous mêler de leurs sanglants différends. Par notre modestie, nous payons à l'Europe blessée à mort le tribut qu'il convient de payer à la douleur, le respect. Enfin, par notre modestie, nous nous excusons. S'excuser de quoi? Quiconque s'est jamais trouvé au chevet d'un malade sait ce que je veux dire. Un homme qui a du cœur a besoin qu'on lui pardonne de jouir de son bien-être pendant que d'autres souffrent. Surtout, pas de ton protecteur, pas de sermon.
Il est entendu que l'homme qui n'est pas impliqué dans une affaire conserve un regard plus clair, un jugement plus droit que celui qui est directement engagé dans la mêlée. L'avantage dont il jouit est un avantage de position, non un privilège d'esprit. Il va sans dire que des événements aussi émouvants devraient être traités avec un grand sérieux, simplement, sans violence et sans passion. N'est-ce pas un spectacle grotesque que celui d'une feuille de chou qui, sûr de son inviolabilité, vitupère en style de cabaret une grande puissance européenne, comme s'il s'agissait d'une paisible élection municipale? Si la censure accourt alors avec une muselière, elle accomplit un acte de décence. Ni la note joyeuse, ni la note railleuse ne devraient, dans aucune circonstance, se faire entendre chez nous. La raillerie est un phénomène brutal de l'esprit que l'on rencontre à peine dans les rangs des armées. La colère seule excuse la raillerie. Mais cette excuse n'est pas valable pour nous. Que les ressortissants du pays victorieux se réjouissent à la nouvelle d'un triomphe qui les délivre d'une pénible angoisse, rien de plus naturel. Mais nous n'avons pas besoin qu'on nous délivre de l'angoisse. La raillerie et la joie, qui sont les deux moyens d'expression les plus bruyants du parti pris, doivent déjà pour cette raison être bannis d'un pays neutre. Du reste, elles sèment la discorde. Quand deux personnes apprennent en même temps la nouvelle d'une victoire, si l'une triomphe et si l'autre en souffre, celle qui en souffre conçoit une haine profonde contre celle qui triomphe. J'ai cru longtemps que la raillerie était la pire des choses. Eh bien, je vois aujourd'hui qu'il y a quelque chose de pire encore. La joie que l'on peut ressentir à la vue du malheur d'autrui et qui se traduit par des ricanements sournois ou des remarques et interjections ironiques de plumitifs. À côté de ceux qui soupirent et de ceux qui gémissent, il y a ceux qui hoquettent. Même les plaisanteries habituelles sur les communiqués mensongers de bataille sont entachées de présomption. Qui ment dans ces communiqués? Ce n'est pas telle ou telle nation, ce sont les vaincus à tour de rôle. Il est facile aux vainqueurs de rester dans la vérité, mais peut-on demander aux vaincus qu'il proclame à haute et claire voix sa défaite? Cela est au-dessus de ses forces. Nous, les railleurs, nous ne le pourrions pas davantage. Et puisque nous sommes en train de parler de modestie, une prière modeste. Parlons le plus doucement possible de la haute mission de la Suisse que nous invoquons volontiers dans nos fantaisies patriotiques. Nous savons bien, nous autres Suisses, ce que la chose veut dire. Observer une juste ligne de conduite n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire après cet exposé logique. S'il fallait en garder le détail dans sa tête, oui, mais ce n'est pas nécessaire, car il suffit de puiser ses inspirations dans son cœur. Lorsque vous voyez passer un cortège funèbre, que faites-vous? Vous vous découvrez. Si vous assistez au théâtre à la représentation d'une tragédie, que ressentez-vous? De l'émotion et du recueillement. Et de quelle manière manifestez-vous ces sentiments? Par un silence grave et ému. Et sans qu'on vous l'ait appris, n'est-ce pas? Une faveur spéciale du sort nous a permis d'assister comme spectateurs à l'épouvantable tragédie qui se déroule actuellement en Europe. Sur la scène règne le deuil, derrière la scène, le meurtre. De quel côté que votre cœur écoute, à droite comme à gauche, vous entendez sangloter la douleur. Et quand la douleur sanglote, elle rend le même son dans toutes les langues. Eh bien, en considérant la somme incommensurable de souffrances de tous ces peuples, nous avons le devoir de laisser nos cœurs se remplir d'une émotion muette, nos âmes de recueillement. Et avant tout, découvrons-nous devant les deuils. Alors, nous nous placerons au véritable point de vue neutre, au point de vue suisse. Merci. Alors, la destinée de Spitteler ressemble à celle de Ferdinand Hodler et leur chemin dans la guerre va être très similaire. Tout comme Hodler, qui avait davantage d'admirateurs outre-Rhin, Spitteler avait fédéré un lectorat bien plus important en Allemagne. Et de décembre 1914, suite à sa conférence, à avril 1915, à l'instar de Hodler, Spitteler est tantôt encensé, tantôt fortement critiqué. Il recevra énormément de lettres, tout comme Hodler, d'insultes ou d'approbation. Mais son discours le fit entrer véritablement dans l'histoire suisse, devenant alors un symbole de la réconciliation nationale. Murat Burgweiler a écrit « Ce n'est pas un hasard que le peintre, dont l'éthique était fondée sur la conviction que ce qui unit les hommes est plus grand
et plus fort que ce qui les divise, ait été amené à fixer sur la toile le visage de l'écrivain, auteur du fameux discours intitulé Notre point de vue suisse, dans lequel il appelait les citoyens à s'unir. Ce portrait, au-delà de ses qualités picturales, possède donc une signification historique des plus importantes compte tenu de l'actualité. La guerre et les rivalités internes à la Suisse avaient donc conduit à leur rencontre. Karl Albert Lösli, journaliste, ami proche et biographe de Ferdinand Hodler, est un ami commun de Carl Spitteler et du peintre, et il cherche à les réunir depuis l'été 1909 déjà. À ce moment-là, Hodler ne connaissait pas du tout Spitteler, ni même ses écrits. Et pour convaincre le peintre que cet inconnu, entre guillemets, serait un sujet idéal pour sa peinture, Lösli se rend cet été-là dans l'atelier du peintre à Genève pour lui tendre une nouvelle qu'il avait reçue de Spitteler. Et donc du coup, il lui fait lire, et Hodler était fortement enthousiasmé par les écrits de Spitteler, mais à ce moment-là, il était trop occupé par sa peinture, par les diverses commandes qu'il avait en route, et il ne donnera pas suite aux sollicitations de son biographe pour le moment. En 1914, le soutien public de Karl Spitteler à Ferdinand Hodler dans l'affaire de Reims s'avéra l'occasion idéale pour Lösli de remettre cette idée sur le tapis et de provoquer cette rencontre tant espérée entre les deux hommes. En effet, Ferdinand Hodler était bien sûr extrêmement reconnaissant de l'engagement du poète en sa faveur dans cette affaire, et il accepte non seulement de le rencontrer, mais également de lui brosser son portrait. Ce tableau fait sans doute partie des portraits les plus réussis de Ferdinand Hodler parce qu'il témoigne d'une audace de composition qui en fait une pièce unique dans sa production. On ne sait pas exactement combien de séances auront été nécessaires à Hodler pour réaliser ce portrait, mais ce que l'on sait, c'est qu'il demande à Lösli de l'accompagner à Lucerne, chez Spitteler, les 19 et 20 avril 1915, à l'occasion des 2 dernières séances qui seront nécessaires au peintre pour terminer le portrait. D'après Lösli, les séances se sont déroulées dans une ambiance plutôt amicale. Il rapporte également que Hodler et Spitteler, entre une séance de pause, auraient discuté du sujet de la guerre et surtout de l'hostilité que l'Allemagne leur témoignait. À ce propos, il y a une anecdote assez rigolote sur Spitteler et le portrait, c'est qu'en fait, durant les séances de pause, suite à son discours, Spitteler recevait énormément de lettres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pendant que Hodler était chez lui pour lui faire son portrait, en fait, Spitteler avait entassé chez lui toutes ces lettres dans une espèce d'aquarium, dans une espèce de bocal, pendant une pause, pendant les séances de pause, quand ils avaient besoin d'un petit moment de détente, dira-t-on, Spitteler allait piocher une lettre ou deux, il allait les lire à haute voix, et tout ça afin de rigoler à mon coup, de détendre l'atmosphère, et surtout de se moquer de leurs détracteurs. Donc voilà, ils avaient vraiment le même parcours, hein, ils recevaient énormément de lettres chacun, mais au final, tout comme Hodler, ils s'en moquaient. Une fois la toile achevée, Hodler l'offre à son modèle à l'occasion de son 70e anniversaire, donc en 1915 il fête ses 70 ans, et Spitteler accepte ce cadeau, mais ce qu'il ne dit pas à Hodler, c'est qu'en fait son portrait ne lui plaît pas du tout. Mais ce portrait, il restera bel et bien dans la famille, hein, bien sûr, jusqu'à ce qu'il soit légué au Kunstmuseum de Lucerne à la mort de Spitteler. D'après Lösli toujours, pour le remercier de lui avoir fait rencontrer Spitteler et de l'avoir accompagné à ses séances, Hodler lui offre l'unique étude en couleur du portrait. Donc c'est cette étude que vous pouvez voir exposée actuellement ici même. Avant de lui offrir, il semblerait cependant que Hodler l'ait gardée auprès de lui jusqu'à sa mort, comme en témoigne une photographie qui a été prise dans l'appartement du peintre la veille de son décès, à savoir le 18 mai 1918. Donc vous la voyez sur la photo en haut à gauche dans le petit angle. Elle n'est pas très visible, mais on voit bien qu'elle est là.
À la grande surprise de Carl Spitteler, notre point de vue suisse rencontre un succès retentissant et son nom, en tant que patriote, devient familier à des milliers de personnes qui ne le connaissaient alors pas en tant que poète. Dans un premier temps, dans sa conférence, Carl Spitteler flétrit ostensiblement la politique allemande, et dans un tel contexte, c'était considéré comme un acte vraiment courageux, car l'Allemagne avait fortement contribué à la renommée du poète, tout comme elle l'avait fait pour Ferdinand Hodler, et elle était l'un des seuls pays d'Europe où son œuvre était reconnue. Dans un second temps, son discours fit appel à la cohésion, comme vous l'avez dit, des différentes régions de la Suisse, à l'entente, à la protection des minorités, à la non-violence et à la préservation de la neutralité. Et l'année qui suivit son discours, qui était donc marquée, comme je vous l'ai dit, par le 70e anniversaire de Spitteler, cela constituait donc l'occasion idéale de lui rendre un hommage solennel. À Genève, la revue Page d'Art organisa 2 banquets à son honneur, les 7 et 9 octobre 1915. Donc ce recueil officiel a été publié à cette occasion et il contient notamment un livre d'or signé par tous les convives qui étaient présents lors de cette soirée et qui nous permet d'attester de la présence de plusieurs personnalités bien connues des cercles artistiques, littéraires ou politiques genevois. On y retrouve notamment, bien sûr, Ferdinand Hodler, mais aussi son fils Hector, Daniel Bobovi, René Maurax, Jacques Dalcroze, Georges Vanière ou encore Gustave de Beaumont. En tout, plus de 300 personnes furent invitées à la première soirée du 7 octobre, qui se déroulait à la salle des rois de l'hôtel de l'Arquebuse et de la Navigation à Genève. Cette soirée a nécessité une mise en place spécifique qui avait été créée par un comité d'organisation et de patronage spécialement créé pour l'occasion et duquel Ferdinand Hodler faisait partie. Spitteler était invité à prononcer un discours dans lequel il prie, je cite, « Les gentils Genevois et Genevoises, aimables Welsh, de lui garder leur amitié jusqu'à sa fin. » La seconde soirée fut quant à elle organisée le 9 octobre au Cercle des Arts et des Lettres de Genève, qui à cette occasion avait nommé Carl Spitteler comme membre d'honneur. Il faut noter que la majorité des Genevois qui étaient présents lors de ces festivités n'avaient en réalité aucune connaissance réelle de l'œuvre de Spitteler, ni vraiment de l'homme en lui-même, parce que son œuvre était, il faut le dire, difficilement accessible en raison de sa langue et en raison de son genre, et ce malgré les traductions qui avaient été réalisées pour l'occasion. Donc ces 2 événements, en fait, ont bien évidemment constitué une occasion, déjà pour le beau monde, de se réunir autour d'un gala, mais c'était une occasion supplémentaire pour Hodler et pour Spitteler de passer une soirée ensemble et de se côtoyer. Jusqu'à il y a peu, on pensait que ces banquets constituaient l'épilogue de la relation entre Hodler et Spitteler. Et durant mes recherches, disons que je suis tombée sur une page de journal qui appartenait à Daniel Bobovi, qui avait pour titre Hodler et Spitteler. Bobovi avait consigné ces quelques mots, donc c'est la première phrase: dîner chez Hodler avec Félix et James Bieber, sa femme, et Spitteler. Donc, c'est une phrase d'une importance capitale pour nous, puisqu'elle nous certifie, pour la première fois, que Carl Spitteler s'est rendu au moins une fois chez Ferdinand Hodler dans son appartement à Genève. Et c'est une chose qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant. Leur précédente rencontre s'était déroulée jusqu'ici dans un cadre plutôt public, et ce dîner donc nous apporte la preuve que leur relation touchait également à la sphère privée. Ce dîner eut lieu 2 jours après le dernier banquet à Genève, soit le 11 octobre 1915. Qui plus est, être invité à la table de Ferdinand Hodler dans l'intimité de son appartement constituait un véritable honneur. Hodler s'était considérablement enrichi depuis des années et habitait un luxueux appartement au 29 quai du Mont-Blanc avec vue sur le lac,
et sur les montagnes. Il avait fait décorer à la mode de la Belle Époque par les célèbres Wiener Werkstätte, qui était une entreprise à la renommée internationale cofondée par Joseph Hoffmann, dont il fit la connaissance à Vienne. Et Joseph Hoffmann lui avait confectionné tout son mobilier. Donc vous voyez, ça va des fauteuils, aux lampes, aux lits que l'on voit au fond en arrière-plan, aux vitrines. Donc voilà. Et ces ateliers viennois, outre le mobilier, avait pour objectif de diffuser l'art dans tous les domaines de la vie quotidienne et d'accorder aux objets utilisés par n'importe qui dans leur quotidien, il voulait accorder en fait le même soin qu'aux œuvres d'art. Et il procura également au Hodler divers objets comme des chandeliers, des seaux à champagne, etc. Et de ce dîner, Daniel Bobovi garda en souvenir une carte de menu et 2 cartes de placement donc à son nom et au nom de son épouse. Et tous ont été écrits de la main de Bert Hodler. Alors ce menu est intéressant pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'il illustre quand même une certaine aristocratie avec un menu à 7 plats, mais parce qu'il nous informe surtout que les Hodler étaient friands d'une spécialité bien connue, dirais-je, de la gastronomie genevoise, qui sont les cardons en gratin. Donc j'en reviens maintenant à cette page de journal. Bobovi nous rapporte ici également, et c'est aussi un des éléments les plus intéressants, une conversation qui a lieu entre Hodler et Spitteler et qui nous donne l'opportunité d'éclaircir leur rapport, tout comme le contexte de création du portrait peint plus tôt cette année-là. Hodler, qui s'était jusqu'alors contenté d'écouter, sortit de son mutisme. Il parlait de tout ce que découvre l'œil du peintre, et la passion bouleversait son visage et étouffait sa voix. Mais, remarqua le poète, je ne le connaissais pas sous cet aspect. Quelle chaleur! Que dites-vous? Interrompit Hodler. Que vous m'apparaissez tout différent. Tandis que vous avez peint mon portrait, je ne vous ai jamais vu que sombre, silencieux, préoccupé. Mais, s'exclame alors Hodler, c'est précisément qu'il fallait peindre votre portrait. Et votre portrait, ce n'est pas le portrait de tout le monde, c'est qu'un Spitteler écrit, pense et dit, cela pèse. On me chargeait d'exprimer un peu tout cela, il y avait de quoi réfléchir. Chaque séance m'apportait de l'appréhension. Et maintenant que je vous regarde, que je vous entends de nouveau, j'ai peur de n'avoir pas entièrement réussi. Yorav Rouchweiler encore dira une chose importante sur le portrait de Spitteler qui pour moi prend tout son sens vis-à-vis de cette note. Il dit, je cite, « Cette pose traduit d'emblée certaines prémices implicites dans le rapport entre 2 fortes personnalités, si dissemblables de par leurs origines et leur physionomie intellectuelle. Hodler avait devant lui un solitaire doublé d'un rêveur, de sorte que la vue de son profil était la mieux à même de rendre son caractère. » 6 mois avant la fin de la Première Guerre mondiale, Ferdinand Hodler meurt au sommet de sa gloire le 19 mai 1918, des suites d'une embolie pulmonaire dans son appartement genevois, laissant non seulement derrière lui un paysage inachevé, mais également un patrimoine artistique exceptionnel. De jeune homme pauvre et orphelin ayant côtoyé la mort de très près, à peintre de renom baignant dans la richesse, Ferdinand Hodler, stoïquement, jour après jour, avait poursuivi sa voie sans détour et gravissant chaque obstacle qu'il rencontrait. Karl Spitteler, qui a également connu des débuts difficiles tant sur le plan familial que professionnel, prit place parmi les écrivains de langue allemande les plus reconnus au début du XXe siècle, après avoir publié notamment quelques ouvrages majeurs comme Le Printemps olympien, Imago ou Le lieutenant Conrad. Déterminant pour sa carrière, son discours, notre point de vue suisse, reçoit un écho considérable, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, et attire l'attention du comité d'attribution du prix Nobel de littérature sur son œuvre, qui le mène tout droit à la consécration. Il devient alors le premier écrivain suisse à remporter le prix Nobel de littérature. Spitteler décède le 29 décembre 1924 à Lucerne.
et sa famille recevra de nombreux hommages, évidemment, ainsi que les condoléances du Conseil fédéral et de plusieurs gouvernements cantonaux. Et alors que nous venons de célébrer en grande pompe le centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, on s'apprête cette année à célébrer les 100 ans de l'attribution du prix Nobel à Carl Schwitteler, une occasion opportune de redonner ses lettres de noblesse à un écrivain qui depuis trop longtemps a sombré dans l'oubli. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie David également.